À la déclaration de guerre, en 1939, j'avais 10 ans. Mes vertes années en ont été profondément bouleversées. J'en ai gardé un intérêt jamais démenti pour tout ce qui a été écrit à ce sujet et tout particulièrement pour tous les épisodes que j'ai vécus, souvent le nez au ras du sol, y compris au sens littéral. La résistance. Mais cette épopée tragique, je l'ai perçue comme Patrice Del Dongo, la bataille de Waterloo, sans vision d'ensemble, ballottée entre les rumeurs les plus diverses, les interprétations fantaisistes ou tendancieuses, les mythes et les légendes, les fureurs et les exaltations du moment. Ce bambin de 10 ans qui a vécu cet épisode de la résistance, il est avec nous aujourd'hui, Jean Gréletti. Nous nous trouvons d'ailleurs à un endroit tout à fait particulier sur la commune de Vers. On va l'évoquer dans quelques secondes. Jean, vous avez fait un recueil que vous avez voulu le plus complet possible sur la résistance à Vers, en tout cas la résistance en pays vernois. On l'a un tout petit peu évoqué avec monsieur le maire lundi dernier. Est-ce qu'on peut dire que la commune de Vers a été une des plaques tournantes de la résistance en Dordogne? Oui, on peut le dire. D'ailleurs, on l'a écrit plusieurs fois, à différentes époques, à cause justement de sa situation centrale, de l'importance des bois, et puis pour avoir quand même déjà que les communications n'étaient pas faciles dans la clandestinité entre le commandement et puis les unités dispersées. Il fallait, géographiquement, il fallait tourner autour de Vers. Vers est à peu près au centre du département. Il y avait suffisamment de bois pour cacher beaucoup de monde, et ça a été vraiment un endroit où il y a eu énormément de monde dans les bois. Alors comment est née la résistance sur la commune? Mais la résistance, je vous dis d'abord, la proximité a joué, puisque dès qu'on a pensé faire des camps de réfractaires, de maquisards, on appelait tout de suite. Ça s'est passé en 1943. Parce qu'en 1943, avant 1943, il y avait des groupes qui s'étaient constitués, de l'armée secrète ou des FTP ou n'importe, qui faisaient surtout du renseignement et des petits coups de main. Et puis, surtout, ils faisaient passer les aviateurs en Suisse ou les courriers en Suisse ou ailleurs, en Espagne. Bon. Mais il n'y avait pas de groupe armé encore. Mais en 1943, le fait que les Allemands ont réquisitionné 3 classes pour aller travailler en Allemagne, 3 classes qui avaient 20 à 21 ans, 22 ans, il y en a une grande partie qui ne savait pas que faire, ils ont eu peur de représailles pour la famille, ils sont partis, mais il y en a aussi une assez forte proportion qui s'est dirigée dans les bois en se disant on va se planquer dans les fermes abandonnées, dans les bois, etc. Et il a bien fallu organiser ces gens-là. C'était d'abord une nécessité. Le problème, c'est qu'il n'y avait pratiquement pas d'armes. D'ailleurs, il n'était pas question à ce moment-là de faire des actions offensives. C'était relativement calme. Il y avait déjà des arrestations, des dénonciations aussi, il faut le dire. Encore que le coin de Vers était assez calme. Non, ça a vraiment commencé fin 1943. Parce que, alors, il y avait vraiment tous ces groupes qui gênaient quand même, les Allemands le savaient. Et il y avait une forte garnison à Périgueux. Et ils faisaient des petits raids par-ci par-là, mais surtout ils s'en remettaient encore à la police française. Il y avait des GMR à l'époque, c'est-à-dire les ancêtres des CRS, les groupes mobiles républicains, qui faisaient un petit peu de ménage dans les coins, mais enfin, c'était encore bon enfant. C'est-à-dire, il y avait des arrestations de temps en temps, mais il n'y avait pas encore de massacre. Ouais. D'ailleurs, le premier Allemand qui a été tué, je crois que c'était en septembre-octobre 1943, et c'était pas dans la région de Vers. Ouais. Alors, il y avait quand même un groupe, à partir de ce moment-là, mi-1943, il y a quand même un groupe, un corps franc, le groupe Roland. Ils sont 7 ou 8, je ne sais plus. Enfin, un tout petit groupe qui faisait des actions de commando sur les dénonciateurs, etc. En fait, la protection, et puis qui commençait à organiser les parachutages, les endroits, la communication avec le land, bon, et qui était pas mal pourchassés, parce que ceux-là, ils avaient commencé des opérations militaires. Des sabotages, des choses comme ça.
Et puis où ça a vraiment débuté très fort, c'était début 44. Alors début 44, il y avait déjà plusieurs camps autour de Vers. Et presque tout le monde était au courant, hein, parce que c'était des petits camps encore de 20, 30, 40 bons hommes, mais enfin, il y en avait 4 ou 5. 4 ou 5 quarts, ça représentait quand même beaucoup de monde à nourrir, et qui se déplaçait un minimum, donc les gens le voyaient. C'était difficile. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle il changeait très souvent. Hein. Oui, il bougeait beaucoup. Comme l'état-major d'ailleurs, qui a été tantôt à Sandrieux, qui a été à Breuil où nous sommes passés, qui a été à Bordas, à Grun, enfin qui s'est déplacé, mais pas très loin de Vers chaque fois, ouais. À cause sans doute de la position géographique. Oui. Et puis bon, le fait de bouger, c'était aussi le fait d'être très efficace. Oui, il fallait beaucoup bouger, et puis c'était surtout être le moins vulnérable possible. Parce qu'il est évident qu'il n'avait pas de... Il ne pouvait pas se battre, quoi. Il n'avait à peu près aucun équipement, il y avait quelques armes individuelles, et puis il n'avait pas l'entraînement des Allemands. Ils sortaient de 4 ans de guerre, eux, ils commençaient à avoir un certain rodage. Ils avaient vu plus fort que ça. Et ils étaient encore très accrocheurs. Alors à partir de début 43, il y a la milice qui s'en mêle aussi, la milice qu'on a envoyée spécialement de Limoges. Puis très rapidement, il y a aussi la phalange nord-africaine, c'est des Nord-Africains qu'on a recrutés à Paris. Ce sont des droits communs, hein, et qui étaient particulièrement féroces. Hein. Ils arrachaient les yeux, la langue, en opération, hein, ça, même pas avant les interrogatoires. Hein. Ils devaient y prendre un certain plaisir. On raconte qu'ils faisaient c'était des camions à gazogène, ils faisaient décharger par les prisonniers le foyer du camion de gazogène à main nue. Vous savez, les braises comme ça. Ouais. C'était des distractions, ça. Ouais. De l'époque. Alors si vous voulez, après, on a eu beaucoup de choses, surtout il y avait tellement de maquis autour de Vers et puis en Dordogne, quand même, en Périgord en général, que les Allemands ont pris une décision de faire un grand ratissage. Ils ont amené 20 000 hommes, la division Brémer, qui est restée 7 jours. En 7 jours, elle a fait brûler un nombre très important de fermes, de villages. Ils ont massacré quelquefois toute une famille, y compris des enfants. Ça, c'était du côté de Brantôme. Mais nous avons eu la chance de ne pas les avoir à Vers. Et ils sont repartis. C'était entre le 26 mars et le 3 ou 4 avril. Et à ce moment-là, les Allemands ont continué à faire des opérations. Ils sont venus une fois à Vers, où ça s'est pas trop mal passé, en ce sens qu'ils ont embarqué quelques Juifs qu'on n'a jamais revus. Parce que les Juifs avaient fui l'Allemagne, étaient allés d'abord à Paris, puis avec l'invasion de la France, ils sont allés dans les villes du sud-ouest, puis avec les Allemands dans les villes, ils sont allés dans les bourgs, et c'est après, à partir de 1944, ils sont allés directement dans les fermes ou dans les bois, parce que ça devenait très dangereux pour eux. Et ce jour-là, ils avaient un peu tiraillé sur quelques Vernois, dont Héricourt, mais qui n'a pas été atteint. Et puis le grand moment, c'est le 6 juin. Le 6 juin, c'était un jour brumeux, comme aujourd'hui, on nous avait coupé l'électricité, donc on ne l'a pas su tout de suite. Mais les gens qui arrivaient de Périgueux nous ont dit c'est le débarquement. Alors, dès qu'on l'a su, tous les gens, d'abord, il y avait un ordre de mobilisation générale du comité de libération, et les gens affluaient dans le bourg de Vers, il y avait des centaines, sinon des milliers de volontaires. Bon. On a commencé à abattre des arbres, on a fait des barrages sur les routes, on a réquisitionné un peu tout le monde, puisque j'y étais aussi. Et j'avais pourtant que 15 ans à l'époque. Hein. Et puis, on a installé ce qu'on avait, parce qu'il y avait quand même eu des parachutages, puis il y avait quelques caches d'armes. Il y avait un fusil mitrailleur à l'entrée du bourg, avec un groupe d'une vingtaine de partisans. Il y en avait un autre à la sortie du bourg. Et ça a duré quelques jours seulement, parce qu'on s'est rendu compte que les barrages étaient très vulnérables. Une automitrailleuse nettoyait le barrage en 30 secondes. Elle poussait les arbres qu'on avait mis en travers, et pratiquement ça faisait beaucoup de dégâts pour rien du tout, parce qu'on n'arrivait même pas à les arrêter. Hein, donc on a pris la décision d'enlever les barrages et de sortir des bourgs à cause des représailles, parce qu'ils fusillaient allègrement. Alors à partir de ce moment-là, les maquis ont été autour du bourg, il n'y en a plus dans le bourg. Enfin, ils venaient au ravitaillement de temps en temps. Et c'est comme ça qu'un jour, le 22 juin 1944, ils sont venus à Vers, de très bonne heure, comme toujours. Vraisemblablement, il y avait un camp à Perlichat, tout près d'ici,
Et ils devaient être au courant puisqu'ils sont allés directement de Périgueux à Perlichat. Tout doucement, en prenant leur temps pour ne pas faire de bruit. Et à l'endroit où nous sommes, ils sont tombés... Ici même, hein? Ici même, nez à nez, avec un petit groupe de maquis qui avait une mission à Périgueux. Ils étaient partis du camp, en question d'ailleurs, à bicyclette, avec simplement leur arme individuelle, c'est-à-dire un pistolet. Ils n'allaient pas attaquer quelque chose, ils allaient faire un coup de main sur la caserne ardente du Pic pour récupérer du matériel et des armes, parce que c'était une caserne de garde républicain qui était un petit peu chancelante, donc ils espéraient pouvoir s'en tirer facilement. Et dans un virage de la route, ils se sont trouvés nez à nez avec 200 ou 250 Allemands, des camions, avec mitrailleuses sur tourelle, donc ils n'ont pas eu le temps de descendre la bicyclette. Ils ont été tous abattus, les 5, qui sont d'ailleurs là. C'est bien ça, 5. Nauzière, Duval, Pluvieux, Guinabert et Dussolier. Et Dussolier. Puis alors, ils sont revenus 2 ou 3 fois. On a eu quand même pas mal de peur, mais il y a eu encore un engagement très violent, mais qui n'a pas fait de victimes. C'était à la sortie du bourg aussi. Une erreur, une dame qui cherchait son mari. Le maquis qui était de garde a cru qu'elle amenait les Allemands chez eux. Et il a tiré. Heureusement, elle n'a pas été touchée. Et les Allemands ont cru que la dame les avait amenés pour les faire descendre. Enfin, c'était terminé. Il n'y avait plus de milice. Il n'y avait plus d'auxiliaires nord-africains. C'était l'armée allemande. Ça s'est mieux passé. Il n'y a pas eu de massacre. Il y a eu des explications un peu orageuses. Il y a eu quelques coups par-ci par-là. Mais enfin, il n'y a pas eu de massacre. Et c'était la dernière fois qu'on les a vus à Vers. Voilà. Jean, merci pour cette évocation, douloureuse d'ailleurs, oui. de cette époque. Je ne sais pas si c'était une façon pour vous de vous exorciser en quelque sorte de ces souvenirs. C'est vrai que vous étiez tout jeune. Non, c'était surtout parce que les jeunes, il y a déjà 48 ans, hein, et les jeunes actuels n'ont pas une idée exacte, même les adultes, de ce que c'était à l'époque. Alors j'ai voulu le faire pour eux, quoi, voilà. Pour qu'ils aient une idée vague mais plus précise de ce qui s'était passé, tant qu'il y avait encore des témoins. Petit cours d'histoire sur la grande histoire du pays vernois. À demain soir, toujours à Vers, à partir de 19h. Merci Jean.